Bonjour à tous et bienvenue à ce live. Alors, je suis Marine, je vais animer ce live et aujourd'hui, on échange avec Anaïs et Mélanie qui travaillent chez EDF Espy. Donc, bonjour Mélanie et Anaïs. Bonjour. Du coup, Bonjour. vous voyez, Mélanie et Anaïs sont très sympathiques. Elles n'hésiteront pas à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser plein dans le chat. Il y a Iriansou, je crois, de chez MyFuture qui est là pour animer ce chat. Donc, posez toutes vos questions. On les fera remonter au fur et à mesure et on y répondra avec plaisir. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a deux établissements. On a le collège André Siegfried et le lycée professionnel Gilbert Courtois. Je crois que c'est pas la première fois qu'on se croise avec ces établissements. Donc, bienvenue à ce live. Et ce que je vous propose, c'est de commencer avec un petit quiz. Donc, je vous laisse me dire si ça vous intéresse dans le chat. On va commencer le quiz. Donc, deux petites questions. Il y a un enjeu de rapidité, puisque à la fin, on aura un petit podium des personnes qui ont répondu le plus vite et bien entendu qui ont répondu avec la bonne réponse. Donc, pour le sondage, pour répondre à ce quiz, vous vous rendez dans l'onglet sondage et puis on va pouvoir commencer. Alors, je vous lance ça dans quelques instants. Hop, je le lance. Vous pouvez rejoindre le quiz. Bon, je vois que vous vous connectez au fur et à mesure, donc je laisse 2-3 minutes avant de lancer la question. Enfin, non, 2-3 minutes, je suis large. Je vais laisser quelques secondes, en fait. Hop. Allez, on va commencer avec la première question. Parmi les affirmations suivantes, laquelle vous paraît caractériser l'emploi dans l'industrie? Il y a 3 propositions. Je vous laisse répondre. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Est-ce que pour vous, c'est le travail dans l'industrie est pénible et répétitif? L'industrie n'emploie que des ouvriers. Les salariés de l'industrie sont majoritairement qualifiés. Quelle est la bonne réponse pour vous? Je vous laisse répondre tranquillement. N'oubliez pas qu'il y a un enjeu de rapidité, donc si vous avez la bonne réponse, cliquez vite. Bon, pour l'instant, tout le monde répond la même chose. On va voir si c'est la bonne réponse. Ça grimpe, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Et on va passer au résultat. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, il y a une deuxième question qui arrive. Allez, c'est parti, je vous donne le résultat. Alors, finalement, on a quand même 9% qui ont dit l'industrie n'emploie que des ouvriers et 91% qui nous ont dit les salariés de l'industrie sont majoritairement qualifiés. Les 91% avaient raison, c'est effectivement la troisième réponse qui était la bonne et on peut passer à la question suivante. Alors, le travail est pénible et sale dans l'industrie, vrai ou faux? Ça se partage. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Il me manque quelques réponses. Plus que quelques secondes. Allez, je mets le résultat. Alors, on a 10% qui nous a dit vrai et 90% qui nous ont dit faux. La bonne réponse, c'était faux. Il faut en finir avec l'image des usines sales et bruyantes d'un autre siècle. Aujourd'hui, les salariés travaillent dans un univers propre, souvent dans des usines modernes et peu bruyantes. L'ensemble du secteur industriel est entré dans une phase de profonde mutation qui voit les technologies numériques s'intégrer au cœur des process industriels. Cette quatrième révolution industrielle donne naissance à une nouvelle génération d'usines. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas dans l'imaginaire des usines qui font du bruit, qui sont sales. Là, on est vraiment dans une nouvelle vague d'usines, d'industrie. Et on va pouvoir regarder le podium qui a été le plus rapide. Alors, on a TomTom qui a été le plus rapide, c'est le premier. Ensuite, on a Chantal. Et après, on a Iriansou qui a participé dans le chat, qui fait partie de MyFuture. Donc, je considère que c'est de la triche, Iriansou. Donc, la troisième pour moi, ce sera Jennifer. Voilà. Et le quiz est terminé. On va pouvoir passer à la partie live. C'est parti, Anaïs et Mélanie? Et bien, on va pouvoir commencer avec tout simplement quels sont vos métiers. Est-ce que vous pouvez me dire en une petite phrase quels sont vos métiers? Puis après, on va pouvoir voir ensemble la présentation que vous nous avez faite. On commence peut-être avec Anaïs. Oui, alors bonjour à tous. Je suis responsable de site pour la société SPI Nucléaire sur les centrales de Chinon qui est à côté de Tours et Saint-Laurent qui est à côté de Blois.
Donc mon métier, c'est d'encadrer le personnel SPI qui intervient sur ces 2 centrales au cours de l'année. Et je suis garante de leurs conditions de travail, de la qualité de leur intervention et des rendus techniques de leurs interventions. Et comme on est sur des sites EDF, tout ça, ça se fait en étroite collaboration avec les personnes EDF présentes sur les 2 sites. Alors ouais, parce que toi, du coup, tu travailles chez SPI, et Mmh. là, du coup, on a Mélanie qui travaille chez EDF, c'est ça? Exactement. Bonjour à tous. Je suis Mélanie et je suis chef de projet chez EDF pour le projet de construction de 6 nouvelles centrales nucléaires en France. D'accord. Sur des sites qui sont déjà définis et d'autres qui restent à définir. Et alors moi, mon rôle en tant que chef de projet, c'est de faire en sorte que on puisse construire cette centrale dans le budget qui nous est accordé, dans le temps qui nous est également accordé pour pouvoir produire l'électricité lorsqu'on en aura besoin. Et puis qu'on respecte également et principalement les règles en termes de sûreté et de sécurité, puisqu'on est quand même en train de parler d'un objet industriel très particulier, où on est soumis à des règles bien précises. Et donc, c'est la sûreté avant tout. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que Anaïs et Mélanie, vous êtes amenées à travailler ensemble toutes les deux, ou vous vous découvrez aujourd'hui? Alors on se découvre Non, aujourd'hui parce qu'il y non. a il y a vraiment la partie, maintenance, où moi je suis sur les sites et Mélanie, de ce que je comprends, tu es plus, dans les conceptions. Donc Voilà. Mélanie prépare mon futur. Ok, Voilà. et très bien, c'est très bien dit. Bah parfait. On va pouvoir commencer avec des images, je crois que vous nous aviez mis. Alors, cette image correspond à qui? Je vous laisse commenter. Alors c'est moi qui l'ai proposé pour illustrer justement le rôle du chef de projet, parce que le chef de projet travaille pas seul. Il est accompagné de personnes qui vont écrire les cahiers des charges pour dire ce que l'on veut faire. Ok. Quel est le type de robinet qu'on va vouloir acheter, quel est le type de pompe, etc. Il y a le chef de projet est accompagné d'un acheteur, d'une acheteuse pour passer les commandes et les contrats auprès de nos fournisseurs. Il est ensuite entouré éventuellement de juristes pour veiller au bon respect des règles françaises et européennes. Il est entouré également de personnes qui vont de planificateurs pour s'assurer du bon déroulement et du bon respect des délais. Et Ok. puis d'une personne qui va piloter les coûts à ses côtés, qui va suivre la gestion économique du projet. Et donc voilà, le chef de projet est un peu un chef d'orchestre en fait, Ouais, c'est ce que qui j'allais travaille dire. avec toutes ces personnes-là. Voilà. Voilà, donc toi, tu es là un peu pour effectivement, donc il y a toutes ces personnes qui sont là pour veiller à ce que le projet se déroule bien. Et toi, tu veilles à ce que eux fassent en sorte que le projet se déroule bien, c'est ça? Je les coordonne, voilà. Ok, et ben écoute, c'est très clair et très bonne illustration, effectivement. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de réunions, de moments où vous réfléchissez tous ensemble. Oui, en effet, oui, oui, il y a pas mal de réunions. Ok, ben écoute, c'est noté. Je pense qu'on peut passer à l'image suivante. Alors, est-ce que c'est toujours ton image, Mélanie? Alors, c'est toujours mon image. Alors bon, elle est un petit peu floue, je m'excuse pour la qualité. C'était pour illustrer le chantier d'une centrale nucléaire qui est en cours de construction en Angleterre, Ok, sur le site de Hinkley Point. Et c'était pour un peu montrer la dimension assez exceptionnelle pour ce type de chantier. Donc là, on est vraiment avec des grues hors normes. Pour ce type de chantier, on fait venir d'ailleurs la plus grande grue au monde lorsqu'il s'agit de soulever certains équipements particuliers. ok, On est avec des milliers de personnes qui travaillent sur place. Donc, il faut gérer la coactivité, il faut gérer voilà, les phases pendant lesquelles certaines personnes peuvent travailler, d'autres non, etc. Donc, c'est voilà, pour prendre la dimension un peu exceptionnelle de ce type de projet. ok. Ben écoute, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est assez impressionnant tout, bah, tout ce chantier-là. Et du coup, toi, à ce moment-là, tu interviens encore comme, enfin, tu es encore là ou on passe sur une autre partie? Enfin, en gros, ma question, c'est est-ce que toi, tu es vraiment dans la conception, l'idée, ou est-ce qu'au moment où ça se réalise, tu es encore à ton poste, tout simplement?
Bah, je suis encore à mon poste. En fait, je vais vraiment de la conception initiale, les études de départ, jusqu'à la réalisation, la fabrication et la mise en service. Et en fait, une fois que tout l'ouvrage est construit et qu'on sait qu'il fonctionne, hein, on a fait les essais, on sait qu'il fonctionne, alors ça passe à la partie exploitation de l'usine. Et alors là, ce sera une autre équipe, mais bon, il y a quelques années avant ça. OK, très bien. Et oui, justement, ça te prend combien d'années, on va dire, du moment où vous commencez à réfléchir au projet jusqu'au moment où il est réellement, applicable? Enfin, vraiment, il peut, servir à les gens peuvent travailler dedans, tout simplement? Alors la construction d'une centrale nucléaire, c'est à peu près 86 mois. Voilà la durée objective. Et puis en amont, c'est plusieurs années avant, oui. OK, donc tu es sur des projets quand même qui sont sur du long terme? Au moins 15 ans, voilà. Ouais, ouais, ouais. OK, OK, très bien. Du long terme, on est d'accord, pas de souci. Alors l'image suivante, Oui, alors alors qu'est-ce que c'est? ça, c'est pour moi, c'est pour illustrer, le côté, gestion administrative et financière de mon métier. Donc en fait, je vous ai mis cet extrait de logiciel, pour montrer que, cette partie administrative, c'est que de l'informatique. C'est, de D'accord. l'adéquation charges-ressources avec des plannings, c'est de la gestion de qualification des ouvriers par rapport aux interventions, de formation, des suivis de pointage, des budgets et tout ça, ça se fait, via des logiciels, informatiques. Donc on est d'accord, toi, en fait, tu vas intervenir après que Mélanie ait fini de construire la centrale et du coup, dans cette enfin, une fois que toi tu interviens, tu vas être sur tu vas devoir gérer, bah, toutes les équipes et cetera et ça se fait via des tableurs comme ça qui paraissent C'est très ça. compliqués, mais j'imagine qu'une fois qu'on s'y connaît, c'est assez simple à utiliser? Ouais. En fait, moi, je suis sur les centrales en fonctionnement, donc principalement sur de la maintenance. On fait très peu de travaux neufs, quoi qu'il y en a. D'accord. Et du coup, EDF établit un programme de maintenance. Il nous donne ce programme avec des activités définies et des qualifications pour chaque activité. Et nous, on se doit de répondre au niveau d'exigence d'EDF, donc de mettre les bonnes qualifications, le bon nombre de personnes pour, rentrer dans les plannings EDF. Et tout ça, ça se gère, en amont des chantiers, via tous ces logiciels et tous ces tableurs. OK. J'espère que ça vous impressionne pas dans le chat, hein, on l'a dit. Dans tous les cas, après ça une fois qu'on connaît, c'est assez simple à utiliser. Mais enfin, c'est important de savoir qu'il y a effectivement une partie un peu informatique dans ton Mmh. métier. Oui. Très bien. Et beh, écoute, je passe à l'image suivante. Donc après, là, c'est plus sympa, c'est pour, illustrer le relationnel client. Donc évidemment, on a beaucoup de réunions, de OK. points et cetera, mais on a aussi, des moments, beaucoup plus conviviaux où on partage, des repas, où on fait des séminaires avec EDF pour renforcer les liens, la communication et étendre un peu le réseau pour savoir, qui communiquer, avec qui communiquer et être plus efficace, dans les remontées d'infos. OK et du coup, ça se fait autour d'un bon repas? Oui, il y en a en fin d'année surtout. En ce moment, c'est la OK. période sympa. Ouais, c'est super. Ça, j'imagine dans le chat que ça vous donne peut-être plus envie que le tableur qu'on a vu juste avant. Mais J'imagine. effectivement, ouais, il y a vraiment une partie relationnelle où tu es en interaction avec des gens. Mmh. J'imagine que c'est aussi ton quotidien, Oui. l'échange de mails aussi, enfin, tu es vraiment en interaction avec beaucoup d'interlocuteurs. En fait, je suis la porte d'entrée de ma société sur le site OK, EDF. Donc, porte d'entrée, c'est autant pour EDF que pour les autres, prestataires qui travaillent sur la centrale. Parce qu'on est très nombreux sur une centrale, il y a pas que EDF. Et du coup, d'accord. oui, il y a énormément d'échanges, au cours de réunions, par mail, des demandes, des sollicitations, oui, oui. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que tout passe forcément par toi à un moment ou à un autre? Oui et moi, souvent, je redirige aux bonnes personnes, en interne, parce que je fais OK, pas tout, heureusement. oui. Mais par contre, je vérifie que les sujets avancent. J'ai un suivi un peu comme Mélanie. J'ai un suivi du sujet pour vérifier que ça avance et qu'on soit dans les délais demandés. OK. Bah, effectivement, il y a des points communs entre vos 2 métiers, juste vous intervenez pas au même moment, en fait. Mmh. Mmh. C'est ça. Et on passe à l'image suivante. Alors ça, Alors c'est pour, illustrer le suivi qualité. Donc, alors le suivi c'est-à-dire? voilà, le suivi qualité dans le nucléaire, je pense que vous le savez, mais c'est une industrie très rigoureuse qui nous demande une grosse traçabilité. Donc on doit tout noter. Tout ce qu'on fait, D'accord. le moindre serrage, la pose, d'un capteur, on doit tout noter
et on note ça sur des alors on est encore au papier, on commence à passer aux tablettes doucement, mais du OK. coup, les papiers peuvent de temps en temps être un peu compliqués et donc on a tout un travail d'accompagnement à faire auprès des équipes terrain, et de suivi du bon renseignement de ces documents. On doit vérifier que, bah, ils se trompent pas parce que ça arrive, que, ils renseignent bien, ils signent bien dans les bonnes phases, enfin dans les bonnes cases, pardon, que les papiers, d'étalonnage, de matériel sont bien conformes et cetera. Voilà, En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si un jour il y a le moindre problème, tout soit traçable et qu'on sache exactement c'est ça. où il y a pu avoir un petit problème, c'est ça? OK. C'est ça et de Du coup retrouver par exemple, si on a un problème avec une clé dynamométrique, c'est les clés qui nous servent à faire des serrages au couple, je sais pas si ça parle? Et alors, explique-moi, serrage, c'est-à-dire, en gros, bah, j'imagine un boulon. il y a un OK, boulon et on vient le serrer avec une clé et en OK, fait, il faut le oui, bon, serrer j'ai l'image. avec, un chiffre particulier et en fait, du coup, OK, on note, le numéro de la clé et cetera et si on se rend compte OK. plusieurs années, enfin ou plusieurs mois après que la clé a un problème, on est capable de remonter grâce au dossier sur tous les serrages, tous les boulons qui ont été serrés grâce à cette clé et donc de revérifier que ce soit bien serré et c'est OK, ouais pareil et ça, pour, c'est toutes les actions faites. donc très important cette action de tout noter, en fait, parce que Mmh. enfin, là, c'est un truc tout bête que tu nous dis, parce que c'est vrai que, bah, OK, tu te rends compte à un moment que la clé n'est plus bonne, mais pour autant te dire: «Il y a 6 mois, j'ai serré un boulon avec cette clé, il faut que j'y C'est ça. retourne». Effectivement, il faut que ce soit noté quelque part et donc ça veut Mmh. dire que donc toi, tu vérifies à ce que tout soit bien noté et c'est Mmh. les équipes techniques sur place qui notent tout ça de base et C'est toi, tu ça. vérifies? Oui et en fait, c'est cette qualité nucléaire, ça nous permet de d'être sûr qu'on travaille en sûreté et qu'on garantisse un bon niveau de sûreté. OK. Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est, assez particulier le nucléaire, ça demande beaucoup de sécurité, de sûreté comme tu le dis, donc il faut faire attention à ce que tout soit carré, quoi. Exactement. Très bien, bah, écoute, je comprends, l'image de la clé et du boulon, ça me parle. Alors là, du coup, je Alors, vois des donc tableaux. on a parlé de sûreté, maintenant je passe, côté, sécurité. C'est aussi un enjeu qui est OK. très fort dans tous les domaines industriels et dans le nucléaire, évidemment. Donc la sécurité, chez moi, elle est portée par le management avec un agent, qualité sécurité environnement, donc un AQSE qu'on appelle ça, qui est, Mmh. un peu la police SPI du site. Donc moi, OK. je redescends les exigences sécurité, je m'assure que les gens travaillent en sécurité, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour travailler. On fait des points sécurité réguliers, comme vous voyez sur l'image, avec des suivis d'indicateurs. Donc les indicateurs, ce sont des chiffres qu'on leur présente toutes les semaines, par exemple le nombre d'accidents, le nombre de situations dangereuses qu'ils ont rencontrées et on parle s'il y a beaucoup d'augmentation, de pourquoi, ils sont fatigués, il fait chaud, enfin des choses comme ça. On parle Mais en de fait, leurs ouais, du coup, difficultés. tu parles de la sécurité, donc effectivement, c'est très important, mais j'ai l'impression que c'est aussi le moment où ça permet aux équipes de faire remonter les problèmes qu'ils peuvent avoir dans le quotidien? C'est ça et on cherche des solutions pour les régler. Alors là, c'est des problèmes axés sécurité, mais on fait des points réguliers, sur d'autres domaines aussi pour, trouver les solutions, sur les autres domaines, que ce soit qualité, technique. OK. Et là, du coup, la sécurité, ça concerne que vos employés ou on peut parler aussi de sécurité, par rapport à l'extérieur? Ou là, c'est la Oui, sûreté? non, Non, OK. alors là, c'est si. Ça dépend ce que vous entendez par extérieur. Si c'est extérieur, les autres entreprises qui interviennent à côté de nous, oui, on fait attention à eux aussi. C'est ce qu'on appelle le principe de vigilance partagée, ou si on a OK. l'impression qu'ils ne travaillent pas en sécurité, on a le droit de les interpeller pour leur dire. D'accord. Après, si on parle de la sécurité en dehors de la centrale, oui, c'est plus de la sûreté dans ces cas-là. OK. Faire D'accord, attention ça qu'il y ait marche. pas de problème en dehors de la centrale sur l'environnement et cetera, c'est de la sûreté nucléaire. OK, ça marche. Et du coup, typiquement, dans une centrale, qu'est-ce qu'on a comme équipement de sécurité? Est-ce que tu as des exemples à nous donner pour que ce soit visuel? Alors, il y a tout ce qu'on appelle, EPI, donc les équipements de protection individuelle, casques, lunettes, les bleus de travail, les chaussures de sécurité et cetera, les harnais. OK. Après, on a les EPC, les équipements de protection collectifs. Donc ça OK. va être, les garde-corps, des échafaudages, des lignes D'accord. de vie, enfin des choses comme ça qui sont, collectives et pas individuelles, que l'individu ne garde pas avec lui tout le temps. Et D'accord. après, il y a des choses un peu plus exceptionnelles. Alors, nous, on travaille, en zone contrôlée de temps en temps puisqu'on est dans le nucléaire. La zone contrôlée, c'est l'endroit où on peut
être soumis à des rayonnements. Donc, on a un suivi de Donc, la... c'est la partie un peu plus à risque où là, pour le Voilà, coup, il faut être très vigilant. c'est ça, c'est la partie qu'on appelle radioprotection. Enfin, c'est là où on gère la radioprotection. Et donc, il y a tout un panel d'outils pour gérer cette sécurité-là vis-à-vis de la radioprotection, avec du matériel qui enregistre la dose de rayonnement qu'on prend. Ou par OK. exemple, quand on sait qu'on va prendre beaucoup de doses, EDF a mis en place quelque chose qui est très bien, où on a un suivi déporté avec caméra du chantier. Donc, D'accord. on peut aiguiller via caméra et micro les gens quand ils ont des problèmes pour que ça aille plus vite. On peut leur dire bah stop, là, vous mettez en sécurité, vous sortez du chantier. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une vigilance particulière à avoir et du coup, faut veiller à ce que vos employés prennent aucun danger et donc Mhm. j'imagine que c'est très cadré pour que ce soit pas le cas, en fait. À chaque fois, il y a beaucoup de règles et cetera pour qu'ils prennent aucun danger, et que tout se passe au mieux, bien sûr. C'est l'objectif zéro accident, ouais. Exactement. Très bien, bah, écoute, ça me semble très clair. Alors, on va pouvoir poursuivre. Je crois qu'on a une dernière image. Ouais, Alors alors là, du coup, on voit des équipements de sécurité, si je me trompe pas? c'est ça. Bah là, on voit les EPI typiquement casque, gants, les manches longues, ouais. OK. Et donc c'est la dernière partie de mon travail la plus sympa, je trouve, ce sont les visites terrain. OK. Donc c'est là où D'accord. je vais à la rencontre des équipes directement sur le terrain. Je vérifie leurs conditions de travail, OK. sécurité, ambiance chaude, froide, voilà. Je vérifie que tout va bien. Je vérifie la propreté du chantier, parce que c'est hyper important dans le nucléaire. Comme l'objectif, c'est aussi d'avoir 0 incendie et c'est un des risques majeurs des sites, il faut que le chantier OK. soit toujours très bien rangé. Donc pas de D'accord. papier qui traîne partout, de déchets et cetera. Ça, c'est un point OK. qu'on regarde particulièrement. Je vérifie la communication entre eux. Si, ça se passe bien, s'il y a pas de non-dits, des choses comme ça, pour être sûr que chacun sache ce qu'il a à faire et quand il a à le faire. Et Ouais. puis après, la présence de documents comme des procédures. Les procédures, c'est ce qui leur permettent de savoir comment dérouler leur chantier. Donc, à OK. tel moment, on serre le boulon, à tel moment, on fait le contrôle du serrage et cetera. Donc on va dire que tu viens pas juste vérifier que entre guillemets, «ils fassent bien les choses», tu viens aussi voir Non. s'ils ont des problèmes particuliers. Enfin, c'est le moment où tu es en contact direct avec eux et où tu peux faire remonter, bah, tout ce qui va pas, tout C'est simplement. ça. C'est le moment où je comprends, ce que j'appelle les irritants du chantier. Donc tout D'accord. l'environnement qu'eux ne peuvent pas maîtriser, mais qui leur fait perdre plein de temps et c'est là où je peux noter pour remonter les infos avec EDF et on travaille ensemble pour améliorer les choses et qu'on puisse fluidifier derrière, eux, leur activité. OK, ça Puis marche. c'est aussi le moment où Alors je peux apprendre la technique, de ce qu'ils font, donc c'est bien. oui, voilà. Alors je regarde le chat, on nous dit: «C'est incroyable». On nous dit aussi: «Ça a l'air vachement complexe quand même». Après je pense que c'est comme tous les métiers, vu de l'extérieur, ça semble un peu compliqué, mais au final, une fois que tu es dedans, c'est ton métier, tu sais le faire et du coup, c'est beaucoup plus simple. C'est comme tout à l'heure quand on parlait du tableur, ça a l'air compliqué vu de l'extérieur, mais au final, quand tu travailles avec tous les jours, c'est beaucoup plus simple Oui et puis je et pense que Mélanie, c'est pareil, on a une équipe sur qui on peut s'appuyer aussi. On oui, c'est ça. on n'est pas tout seul, on est Vous, accompagné. vous êtes là pour piloter le projet, il y a des gens qui ont la technicité pour le mettre en œuvre. Mmh, c'est ça. On n'est pas seul et puis on n'est pas jeté dans l'eau à la piscine comme ça sans bouée, allez hop, débrouille-toi. C'est souvent des montées en compétences. On a fait des posts précédemment qui nous ont donné quelques connaissances et quelques compétences sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis on a la chance d'être dans des entreprises qui nous permettent de suivre des formations en interne ou même à l'externe pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Donc on n'est pas seul à se débrouiller avec nos 2 mains, quoi. Voilà. Bon, voilà, si ça peut te rassurer, Donovan, voilà, tu as eu ta réponse. Et elles ne sont pas seules, donc c'est pas si complexe. Il n'y a pas de souci particulier. On va pouvoir passer à la partie suivante avec vos parcours et on commence avec Mélanie. Je te laisse la parole, Mélanie. Quel est ton parcours?
Oui, alors moi, à l'issue du collège, voilà, je me suis dirigée vers un bac scientifique parce que j'avais une préférence pour les matières scientifiques. J'aimais bien particulièrement la physique-chimie et puis, OK. comme j'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire, après, voilà, je me suis dit, un bac S, ça ouvre, pas mal de portes pour les études, à la suite donc voilà, un petit peu un choix de raison pour avoir un maximum de possibilités par la suite. Ouais, puis tu t'es aussi Voilà. basée sur toi, ce que tu aimais, et ce dans quoi tu te voyais le mieux évoluer. Donc là, en l'occurrence, si tu aimais bien la physique-chimie, effectivement, les matières scientifiques, ça semblait plus logique pour toi. Voilà. Ensuite, donc à l'issue du lycée, j'ai fait, voilà, j'avais pas, je voulais continuer dans la chimie, physique-chimie et puis, pas d'idée très précise de des études vers lesquelles je voulais aller. J'avais quelques appréhensions, par rapport à la charge de travail qui impliquait des classes préparatoires. Enfin, surtout l'esprit de compétition, en fait, et je n'ai pas un esprit de compétition, donc ça me faisait un petit peu peur, ce que j'entendais. Alors après, il y a entre ce qu'on Oui, elle entend et ce qui est vraiment, c'est souvent un peu, voilà. mais Et du coup, les classes puis, préparatoires, juste pour préciser, c'est des classes en fait où on vous prépare à passer des concours pour intégrer des écoles. Et du coup, effectivement, souvent, on entend dire il y a beaucoup de travail à fournir, etc. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais bon, je pense que chaque type d'étude peut correspondre à chacun. Ça dépend aussi de notre manière de voir les choses. Et du coup, toi, l'université, ça te faisait peur aussi? et alors, à contrario, l'université, je me suis dit: «Il y a trop de liberté». Je me vois pas être, complètement autonome comme ça, à l'issue du lycée et j'avais peur de pas être, suffisamment, mûre et mature pour me prendre en main et me dire: «Allez, je travaille de moi-même», et pareil, je pense que c'est une appréhension, qui est fondée sur rien, si ce n'est juste un sentiment comme ça, donc du Oui, coup, parce que c'est vrai qu'après, à l'université, pour expliquer un peu à vous qui nous regardez, à l'université, on est un peu, il faut être assez autonome dans le sens où il n'y a pas un professeur qui va être derrière nous à nous dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est à nous de gérer notre charge de travail et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut aussi paraître un peu trop, ça donne l'impression d'avoir trop d'autonomie et puis voilà, il faut savoir aussi comment on est et qu'est-ce qui est le mieux pour nous au niveau de la suite après le bac. Et du coup, tu t'es dirigée vers quoi alors? et alors en fait, en échangeant avec, des personnes, qui nous aident à trouver notre orientation, le CIO, Oui. je sais pas si c'est toujours le bon terme. Voilà, donc du coup, je cherchais plutôt des études post-bac dans la chimie et en fait, j'ai découvert, des écoles d'ingénieurs qui, permettaient d'entrer, post-bac en faisant des classes prépa intégrées, en fait. Et du coup, il y avait une école d'ingénieurs, qui proposait une filière chimie et donc, bah, parmi, les choix, que j'avais faits, j'ai déposé un dossier dans cette école d'ingénieurs. Voilà, et en fait, les écoles d'ingénieurs sont souvent des réseaux d'écoles qui sont, à plusieurs endroits, dans la France et qui proposent des matières différentes, enfin des spécialités différentes et à l'issue du bac, j'ai pas eu, l'école, que je demandais, mais une autre du réseau, et Ok. finalement en y allant, j'ai choisi une spécialité différente de ce que j'avais imaginé et donc j'ai abandonné Ok. la chimie, dans mon idée et je me suis dirigée plutôt vers, les matériaux. Donc voilà, donc spécialité matériaux avec, toute la partie, technique des matériaux et également, le volet commercial des matériaux, tout ce qui est commercialisation autour des matériaux. Voilà. Donc Ok. pendant 5 ans Et du coup, du je suis coup, rentrée pendant 5 ans, voilà. ouais, d'accord. Parce que du coup, école d'ingénieur, c'est bac plus 5, donc 5 années Ouais, après le lycée. Ok, ça voilà. marche, très clair. Et puis c'est vrai que on le dit assez souvent, mais il faut pas hésiter à demander conseil à, comme tu le disais, le CIO ou même des professeurs. Ça peut aider un petit peu à choisir son orientation. Donc n'hésitez pas à demander auprès de vous s'il y a des personnes qui peuvent vous aider, c'est toujours utile.
Et du coup, après les études alors? Voilà, et puis, et bien, à l'issue, donc en école d'ingénieur, on fait beaucoup de stages en entreprise qui sont D'accord. assez longs, 6 mois. Donc moi, j'ai fait 2 stages de 6 mois, un en milieu de cursus et un à la fin du cursus qui valide un peu le diplôme. Et donc mon dernier D'accord. stage industriel, il s'est déroulé chez Renault, donc un stage de fin d'études dans toute la partie achat des matières plastiques chez Renault. Et en fait, dans l'automobile, il y a beaucoup de plastique dans ton OK. sac voilà, de voiture. Et puis, donc, à l'issue du stage, bon, moi, le secteur automobile, c'était pas forcément le domaine qui m'intéressait. Et j'ai postulé chez EDF. Donc d'abord, bah, dans le domaine achat puisque j'en venais, donc voilà. Et puis ensuite, j'ai un parcours chez EDF qui est un petit peu varié et je suis passée plutôt côté ingénierie. Donc ingénierie, c'est là où on fait la conception des, des bâtiments, des usines, voilà. Et puis maintenant, voilà, je me retrouve à la direction donc de l'ingénierie pour les projets nouveaux nucléaires en tant que chef de projet. Voilà. Et puis du coup, comme je trouve que c'est important de présenter son métier, mais également le parcours, et puis de montrer que finalement on peut arriver à des choses sans avoir déjà prédéfini dès le collège ce qu'on souhaitait faire. Je, euh, et puis qu'une fois qu'on a le diplôme, on n'est pas bloqué toute sa vie dans un métier et qu'on peut également évoluer au sein de l'entreprise et faire des métiers divers. J'interviens, je retourne dans mon école d'ingénieur et je fais des cours sur l'énergie. Mais surtout, bon, voilà, c'est des cours techniques, mais j'aime bien également les apartés quand j'interviens parce que justement auprès des élèves, il y a beaucoup d'échanges. Eux ont beaucoup de questionnements sur la fin de leurs études, sur ce qu'ils veulent faire. Du coup, voilà, je les amène à réfléchir. Je leur dis pas ce qu'il faut faire, mais je les aide à identifier ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. De par mon expérience, après, ça ne vaut que mon Mais expérience. c'est Mais bon, voilà. mais c'est vrai que c'est super parce que du coup, toi, à un moment dans ta vie, tu as eu besoin justement de quelqu'un qui pouvait te conseiller et aujourd'hui, c'est ton tour de conseiller bah, les plus jeunes qui se cherchent un petit peu. Donc, c'est une belle boucle. Et du coup, c'est vrai que chez EDF, donc ça t'a permis tu nous disais que tu avais changé par plusieurs fois de métier chez EDF. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui est assez commun chez EDF de pouvoir évoluer, faire différents métiers. J'ai l'impression que c'est une entreprise qui vous laisse l'opportunité d'essayer différentes choses. Alors, c'est vraiment en fonction de chacun, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien rester dans le domaine qu'ils maîtrisent. Et donc, du coup, Oui, il y a une filière un peu ce qu'on appelle expertise, c'est-à-dire qu'on reste dans son domaine de prédilection et puis d'accord. on développe ses compétences et puis on peut gagner soit en hiérarchie, c'est-à-dire devenir chef et puis monter voilà, dans la hiérarchie, devenir vraiment spécialiste expert et on va chercher cette personne-là à chaque fois qu'on a une problématique particulière, ou alors faire un peu comme moi j'ai fait. Alors il faut que ça ait du sens quand même, les Oui. évolutions, il faut, voilà, faut, c'est un peu difficile à chaque fois. Moi, je dois apprendre un nouveau métier, et puis la personne mon chef qui me recrute en interne, bah, il faut qu'il soit sûr que je sois compétente. Donc Oui, voilà, voilà, il y a quand même on peut pas. un cadre et après, vous pouvez par contre bouger un petit peu Voilà. dans ce cadre-là. Ok, bah, Et, c'était hyper intéressant. et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de formations en interne qui nous aident. Il y a un système de compagnonnage aussi où des personnes qui ont plus d'ancienneté nous aident à prendre en main le poste, etc. Donc voilà. C'est pour Ok, ça que c'est faisable. exactement. Bah, c'est super en tout cas. Et on va pouvoir passer au parcours d'Anaïs parce que je vois que le temps file. Alors, Anaïs, qu'est-ce que tu as fait? J'ai l'impression que tu es aussi passée du côté scientifique, toi. Oui. Alors, moi, c'était un peu comme Mélanie, je savais pas trop quoi faire, donc j'aimais beaucoup la physique-chimie. Je suis partie en filière scientifique. En terminale, je faisais un peu tous les salons étudiants pour trouver les écoles, les différentes prépas, les filières qui pouvaient me plaire, et je suis tombée sur une école post-bac qui s'appelle l'INSA, enfin, qui fait partie du réseau INSA, qui était à Strasbourg, que je voulais absolument intégrer.
Donc, OK. j'ai fait un dossier, j'ai passé mon bac, j'ai eu 8 ans en maths au bac, donc j'ai été recalée à l'école. OK. Mais du coup, je me suis pas démontée et je suis partie en prépa, puisque cette école-là, comme il y a une prépa intégrée, on peut aussi passer le concours et l'intégrer après la prépa intégrée, donc directement à la 3e année. Donc, OK j'ai fait 2 ans de et prépa. et du coup, cette prépa, ça t'a permis de rattraper, entre guillemets, «le retard» que tu avais pu avoir en maths? Oui, À peu près? oui, alors c'est complètement différent parce que le niveau entre le bac et les maths en prépa, enfin, c'est pas du tout le même niveau. Par contre, oui, j'ai beaucoup travaillé les maths, la physique, la chimie et oui, j'ai atteint un niveau suffisant pour rentrer dans l'école que je voulais. OK. Donc Donc comme c'était quoi si, l'objectif. voilà, quand on veut, on peut. Ça veut dire que là, tu t'es dit: Voilà, «Moi, je veux intégrer cette école», tu as tout donné et ça a fini par marcher, donc ouais félicitations. et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'une école, on peut l'atterrir de différentes manières et il faut bien se renseigner avant sur la manière de faire. C'est pas OK, perdu si on n'a pas 20/20 partout au bac. OK. Bon, bah, ça, c'est une bonne chose à savoir, effectivement. Voilà. Donc je suis rentrée dans mon école d'ingé, à Strasbourg, qui était l'INSA, pour faire des études en génie civil. Donc c'est tout ce qui est construction de bâtiments, voirie, travail du béton, voilà. OK, J'ai eu mon diplôme et après j'ai cherché du travail. Hem, donc ce que disait Mélanie, c'est que dans les écoles d'ingé, on a quand même énormément de liens avec les entreprises. Du coup, j'ai envoyé mon CV à plusieurs entreprises, mais les postes qu'elles me proposaient me convenaient pas trop et finalement, j'ai vu des offres chez SPIE, donc dans le milieu du nucléaire, qui correspondaient pas au milieu que j'avais, oui. fait, enfin, c'était pas du tout mon domaine. Mais, j'ai tenté et en fait, ça m'a bien plu, donc je suis restée chez SPIE, depuis. Je suis rentrée en 2015, j'ai commencé par faire responsable de chantier pendant 4 ans, au national, donc je bougeais, dans toute la France et en fait, je suivais ce qu'on appelle les arrêts de tranche. C'est quand EDF arrête un réacteur pour faire les D'accord. maintenances et ils font un planning et donc moi, je suivais, les arrêts des réacteurs, un coup en Normandie, un coup dans le nord, un coup dans l'est, enfin ça dépendait des chantiers. OK. Après, ma vie perso a un peu évolué, j'ai eu envie de me localiser un peu plus, d'arrêter de bouger tout le temps. Donc je suis passée en gestion d'affaires où là, je D'accord. bougeais beaucoup moins. Je bougeais encore, mais beaucoup moins et en fait, le chantier m'a manqué, donc j'ai demandé à retourner sur le chantier et il y a eu un poste qui s'est libéré à Chinon et Saint-Laurent, qui sont les 2 centrales proches de chez moi. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. OK, encore une fois, possibilité, bah, tu as commencé à un poste particulier chez SPIE et tu as Mmh. pu changer en fonction de ce que toi tu voulais dans ta vie, comment, parce que c'est vrai que se déplacer tout le temps, des fois, c'est pas évident et Oui. donc encore une fois, là, il y avait une possibilité de «changer» entre guillemets de métier, Mmh. au sein de la même entreprise. En fait, dans le domaine du nucléaire, il y a un tel, foisonnement de métiers que quand on veut changer de métier, c'est quand même simple. Enfin, D'accord. on a le Parce choix. qu'il y a beaucoup d'opportunités, Oui, ouais, ouais. très bien. Bah, écoute, très intéressant. On va pouvoir passer à la partie suivante. Je vérifie dans le chat si on bon, on nous dit, hem: «Moi, j'aimerais gagner beaucoup d'argent sans trop m'ennuyer. C'est un beau projet». Alors, on peut passer à la suite. 2 choses, que tu préfères dans ton métier et 2 choses que tu aimes le moins. On commence avec Mélanie, si je me trompe pas? Oui, alors, ce que j'aime beaucoup, et ce que j'ai cherché en fait à chaque fois quand j'ai changé de poste en interne, c'est d'être enfin c'est ce qui s'est, révélé en fait, avec, l'expérience, c'est qu'à chaque fois que je choisis un poste finalement, c'est un poste dans lequel, il y a énormément d'interactions avec, des gens différents, que ce soit, l'externe, donc, les fournisseurs ou clients en fonction du poste qu'on a, mais également en interne avec d'autres directions et d'autres métiers et moi, voilà, j'aime pas être, toute seule dans mon bureau derrière l'ordinateur, 8 heures par jour. C'est quelque chose, qui me frustre et voilà, j'ai OK. besoin d'interaction et d'échanges avec les gens et donc du coup, c'est vraiment et pour le coup, chef de projet là, on est en plein dans le mille donc voilà. Ouais, toi, tu as Donc besoin de ce côté où tu interagis, tu ouais, vois du monde, je comprends, il y a pas de souci. le relationnel, ouais Exactement. et alors, OK. pour le coup, le confinement, c'était un peu dur là. Bah, je Voilà me doute. Et du coup, ton deuxième point, c'est ce n'est pas et routinier. puis, le ouais, ce qui est aussi très,
enfin, ce qui me plaît moi beaucoup et pour le coup, ça peut déstabiliser pas mal de gens, donc c'est vraiment, ça C'est dépend propre à vraiment de chacun. chacun. Mais moi, j'aime bien, me dire que, quand j'arrive le matin, alors certes, j'ai des choses à faire, mais à 8h30, je peux avoir, une nouveauté qui arrive et ça va me chambouler tout mon planning de la journée et puis, bah, faut que je m'adapte. Donc voilà, il y a aucun jour qui se ressemble, et du coup, ça évite d'être, voilà, dans une petite routine comme ça où on moi j'aime bien le nouveau, voilà, les petits aléas comme ça du quotidien, Et ça donc ça là, nous tu tient es éveillés. servie. OK, très bien. Et du coup, ce que tu aimes le moins? Alors les parties un petit peu plus, un peu moins sexy, si on peut dire comme ça, bah, c'est le côté administratif, hein, un peu comme, ce qu'Anaïs a montré. C'est vrai qu'on a pas mal de traçabilité dans nos métiers. Il faut, bah, moi, typiquement sur, les plannings, les coûts, tout ce qui est qualité, ça doit être tracé. Il y a un peu comme dans l'alimentaire, on parle de traçabilité de la nourriture et ben, nous, dans toutes nos tâches, c'est pareil. On doit vraiment pouvoir, tracer tout ce qu'on fait. On a des indicateurs aussi, qu'il faut remplir pour voir, le suivi de nos actions, si on est dans les temps, si on est dans les coûts et cetera. Et bah, ça prend du temps. C'est dans des outils qui des fois, sont pas toujours très sympathiques parce que voilà, il y a l'aspect informatique, qui des fois peut nous faire défaut. Voilà, donc le parti administratif, mais bon ça, voilà, c'est vrai dans tous les métiers. Oui, voilà, ça fait partie du métier, mais bon, tu aimes moins ça, quoi. Et tu as le droit. Voilà, c'est pas ce que je recherche en premier. Voilà. Voilà. Et puis le 2e point un peu, moins sympa, c'est aussi, la pression qu'on subit, enfin que moi je subis en tant que chef de projet parce qu'en effet j'ai des choses à respecter et puis, c'est des choses quand même qui sont importantes. Voilà, j'ai une enveloppe d'argent à dépenser, ni plus ni moins. Enfin, ni moins si ce serait bien, mais en tout cas pas plus. Et et du coup je suis très, très, très surveillée et je dois rendre des comptes, je dois justifier et voilà, il y a une pression et c'est vrai que des fois ça peut être en fonction des caractères, plus ou moins difficile à gérer. Bon, une fois qu'on le sait et puis, je pense aussi qu'avec les années, on gagne en expérience, on gagne en légitimité et on le vit mieux. Voilà. Très bien, bah, écoute, c'est très clair. Et bien, on va pouvoir passer à toi, Anaïs. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes concertées? Parce qu'il y a des points qui se ressemblent. Bah, Je en te fait, laisse. nos métiers, on est chef d'orchestre un peu toutes les 2, donc on a un peu Ouais. les mêmes Les plus mêmes et les mêmes moins, quoi. problématiques. OK. Et ben écoute, on va peut-être prendre plutôt la partie, différente. Du coup, toi, tu as mis la technicité Ouais. du chantier. Ouais, alors, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est pas forcément obligatoire dans mon métier. Je suis pas obligée d'aller chercher cette technicité-là. En revanche, comme, je m'y intéresse, et que je suis au plus proche du terrain, j'ai beaucoup de facilité à pouvoir, aller voir les interventions, à poser des questions assez pointues, aux équipes, pour après pouvoir avoir un bagage technique qui puisse me permettre, d'assumer certaines positions en réunion. Donc ça me permet aussi, de pouvoir expliquer à mon client quand, je suis pas d'accord ou bah, des choses comme ça. Et puis, j'imagine que c'est aussi en lien avec tes études. Tu as fait des études quand même dans le génie civil, donc peut-être que ça se rapproche un peu de ça, le fait que tu aimes la technicité du chantier? Alors, sur la technicité, oui. Par contre, les études que j'ai faites dans le génie civil, enfin, le C'était technique pas génie tu pas les civil, mains ça dedans n'a dans tous rien les à cas? voir. La seule dominante, enfin, le seul point commun, c'était, l'univers du chantier. Donc un OK, chantier génie civil et un chantier, nucléaire, ça reste un chantier. Par contre, la technique est complètement différente. ça marche. Et ben écoute, je pense que sur le reste, ça va être la même chose que Mélanie, donc je vous propose de passer à la suite. Hop, parce qu'en plus le temps file. Alors, les clichés anecdotes, vous en avez mis une chacune. Mélanie, je te laisse commenter ton anecdote du coup. Oui, alors bah il y a toujours, alors enfin de moins en moins quand même, hein, faut le reconnaître, Faut mais souligner. c'est vrai que quand moi j'ai commencé, hem, en fonction des personnes qu'on a en face, il peut y avoir un petit doute sur nos capacités à bien comprendre les sujets techniques, nous, les femmes. Voilà, donc bon, heu,
Après, c'est très facile à faire mentir, hein, voilà, on montre qu'on sait de quoi on parle, qu'on est compétente et puis, le doute s'estompe, voilà. Bah, encore une fois, vous vous rejoignez, hein. On voit vraiment que vous avez les mêmes problématiques, les mêmes alors que pour le coup, vous travaillez pas forcément ensemble, vous êtes sur des projets différents. Mais du coup, Anaïs, toi, c'est non, une femme sur le chantier n'est pas forcément secrétaire. Ouais. En fait, c'est quand j'étais responsable de chantier, je venais de finir le débrief avec Mégane, donc on était une quinzaine dans le bureau et j'étais la seule femme. Et le nucléaire, c'est un petit monde, on se balade tous sur les mêmes centrales, donc tout le monde se connaît. Et il y a une personne d'une autre entreprise qui rentre, qui dit bonjour à tous les gars. Et après, il se retourne vers moi, il fait bon, allez, je dis bonjour à la secrétaire aussi quand même. Et en fait, ça nous a tous fait rire. Et voilà, faut avoir un peu d'autodérision et d'humour Oui, et c'est ça ça. passe très bien, quoi. Et un peu de Ouais. répondant, quoi. Ouais, un peu de répartie, mais généralement ça se passe très bien. C'est rigolo, ça fait des anecdotes à raconter après. Exactement. Ouais. Alors, on va pouvoir passer à la dernière slide avec la carte d'identité en 2 minutes. Ce que je vous propose, c'est que j'énonce chaque point et vous me dites chacune de votre côté ce qu'il en est, si ça vous va. Alors, les déplacements professionnels. Oui, non, est-ce qu'on en a? Alors moi, j'en ai quelques-uns, quand je dois, me rendre chez les fournisseurs, par exemple, ou dans leurs usines, mais c'est pas très régulier. OK. Et moi j'ai arrêté les déplacements au début de cette année, donc je dois en faire 2 par an maintenant. 2-3 par OK, an ça max. marche. Très bien. Alors vos horaires, est-ce que vous avez vos week-ends? Est-ce que vous travaillez les jours fériés? Est-ce que vous avez des vacances classiques? Comment ça se passe? Alors moi, je suis sur des plages horaires, classiques, donc je commence à 8h30 et je finis, en fonction des sujets, 18h minimum et puis un peu plus si vraiment besoin. Mais par contre, je travaille pas les week-ends, je travaille pas les jours fériés et puis je peux poser mes vacances. Il faut s'organiser avec les collègues pour être sûr qu'il y ait une continuité de service, comme on dit, c'est-à-dire que, on s'arrange pour qu'il y ait jamais personne, si jamais on a un petit aléa, mais voilà, il y a pas de souci majeur pour prendre ses congés. OK. Et moi côté horaire, donc je me suis adaptée aux horaires chantier, du coup je commence à 7h le matin. Les week-ends et jours fériés, pour être honnête, ça dépend, du planning, des maintenances, parce qu'il y a des week-ends et des jours fériés où on travaille. Et D'accord. pour les vacances, bah, pareil, on est pas mal soumis au planning de maintenance. Alors j'arrive à poser mes vacances, par contre, je m'organise en amont et pendant les vacances, j'ai PC et téléphone au cas où, donc je reste joignable. OK, très bien. Le relationnel. Alors, est-ce que je crois qu'on l'a vu, vous êtes amenés à beaucoup échanger, d'ailleurs, c'est ce que vous aimez le plus. Donc je pense qu'on peut dire que oui, il y a du relationnel. Alors Ouais. ensuite, on a en solo ou avec une team. On va dire de manière majoritaire, est-ce que vous êtes plutôt seul ou est-ce que vous êtes avec la team en général? Alors moi, je suis, en fait, les personnes avec qui je travaille, elles sont dans des directions différentes. Donc on est, D'accord, une équipe, mais pluridirectionnelle finalement. Et OK. donc du coup, je vais vers les autres, ou ils viennent à moi, ça dépend. Mais c'est, sur mon plateau, je suis toute seule, physiquement et après on est dans d'autres, bâtiments, d'autres étages et voilà, c'est, un mix des 2. OK, ça marche. Et moi aussi, c'est un mix des 2. Enfin, je suis quand même beaucoup plus en équipe puisque je chapeaute l'équipe, donc bah, je vais voir les gens. Après, il y a des moments où on est seul pour faire, du travail un peu plus de fond, d'anticipation sur les années qui viennent et cetera. Ça marche. Alors l'argent, est-ce que vous auriez une fourchette, par exemple sur un poste débutant pour qu'ils aient une idée? Bah, ça dépend, à quel niveau de qualification finalement. D'accord. C'est-à-dire que, il va y avoir des alors chez EDF, c'est très transparent puisqu'il y a des grilles de OK, salaire à l'embauche en fonction des écoles, enfin des diplômes qu'on a. Donc, OK. qu'on soit, ce qu'on appelle, niveau exécution, niveau, maîtrise ou niveau cadre. Et donc ça, c'est complètement, transparent et la grille, elle est valable, pour tout le monde, en fait. OK, donc c'est par rapport à une grille. Ouais. Très bien. Ouais, nous, c'est pareil, on a des grilles, pour, les niveaux bac, bac+2, bac+3, bac+5 et l'argent, c'est des échanges qu'on a, par exemple, pour les jeunes qui cherchent du travail dans les entretiens.
Il OK. faut pas hésiter à poser les questions, des fourchettes. Souvent d'ailleurs sur les offres de poste, il y a une fourchette qui est déjà inscrite, dans l'offre. Ça marche. Alors les langues étrangères, est-ce que vous avez à pratiquer au quotidien des langues étrangères? Est-ce que ça dites-moi tout. Bah, moi particulièrement, oui, parce que, les fournisseurs, qui participent à la construction de centrales nucléaires sont, européens, pour la OK, plupart et du coup, on a, maintenant on rédige même nos cahiers des charges en anglais. Alors la d'accord. partie contractuelle reste en français parce qu'on est, de droit français et donc du coup, il faut quand même que les juristes ensuite, si jamais il y avait litige, puissent comprendre ce qu'il y a dans nos contrats. Mais par contre, toute la partie technique va être en anglais et lorsqu'on a des fournisseurs, qui soient anglais, allemands, italiens ou autres, et bien on communique, en anglais. OK, ça marche et toi, Donc Anaïs? l'anglais, Pas ouais. du tout. Moi, je suis très franco-français et OK, alors dans mon entreprise, il y a certaines personnes qui partent travailler à la centrale, de Koeberg qui est en Afrique du Sud ou à Sizewell, heu, mais hem, mais sinon, enfin, c'est très peu de personnes. On est vraiment OK, sur le parc, français, nous. ça marche. L'environnement de travail du coup, est-ce que vous j'ai l'impression que vous êtes à moitié dans les bureaux, à moitié sur place. Qu'est-ce que ça donne? Alors moi, je suis très bureau pour le coup. OK, Après je bouge de bureau en bureau, pour, travailler avec mes collègues, mais, je vais pas trop sur le chantier. Alors j'irai quand, il démarrera, moi pour mon projet, où on peut avoir des visites terrain, mais, la très grande majorité de mon temps, je le passe, au bureau et alors du coup, nous, on fonctionne en ce qu'on appelle en plateau projet, c'est-à-dire qu'on est dans un grand open space et tous les métiers liés au projet sont au même endroit. OK. Donc, le planificateur, celui qui va installer les équipements dans un bâtiment, bah, le chef de projet et cetera. Tout le monde est, au même endroit. Ça facilite les échanges. OK, ça marche. Et toi, Anaïs? Ah bah, moi, du coup, c'est un peu l'inverse. Mon OK. objectif, c'est de pas rester trop au bureau et c'est de plus être sur le terrain pour, accompagner les gens. Bon, il y a forcément un peu de bureau, hein, mais ouais, c'est plus d'être, sur le terrain au plus proche des chantiers. OK, ça marche. Alors les plus, les moins, on les a vus tout à l'heure, donc ce que je vous propose, c'est de répondre à une dernière question qu'on a dans le chat, si vous avez la réponse. On nous demande quels sont les types de métiers dans le nucléaire qu'on peut faire avec un bac STI 2D énergie-environnement? Est-ce que vous avez des idées, de métiers qui peuvent être accessibles avec ce bac? Alors, nous, en maintenance, évidemment, ce bac il est important parce que ça veut dire que vous êtes déjà formés à tout l'environnement du nucléaire. Donc, le plus que vous aurez, c'est, sur tout ce qui est radioprotection, et cetera, où on sait que vous avez déjà, les bases. Après, nous, on vous formera aussi à un métier. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'environnement nucléaire plus un métier. Un métier, ça OK. peut être logisticien, donc gérer, les appros, au vestiaire, faire du gardiennage. Ça peut être aussi, électricien, ça peut être, tuyauteur, ça peut être, agent qualité, ça peut être plein de choses. En fait, Bon, on bah, du coup, pas couple mal ce bac avec le d'opportunités. métier. Oui. Bah, pas mal d'opportunités pour toi, et voilà, tu as ta réponse dans le chat. On arrive à la fin de ce live. Je voulais tous vous remercier pour tous vos commentaires dans le chat. Je voulais aussi vous remercier, Mélanie et Anaïs, pour bah, vos explications. J'ai trouvé ça très clair. Et on se retrouve cet après-midi pour un nouveau live. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et puis sinon, à plus tard. Au revoir tout le Merci, au monde. revoir.